Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Il y a une place pour nos idées et il y a une place pour les femmes et la parole de la femme dans la guerre. C'est un peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Émilie Guillaumin. Bonjour Émilie Guillaumin. Bonjour Clémence. Alors je rappelle, vous avez fait des études de lettres à la Sorbonne, des études de criminologie à New York, puis vous avez eu une expérience dans l'armée de terre et forte de cette expérience, vous avez tiré un premier roman, Féminine, qui a été publié chez Fayard en 2016, et puis vous publiez cette année L'Embuscade chez HarperCollins. Alors encore une fois, vous racontez la guerre du côté des femmes, un volet intéressant de l'histoire qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors c'est une histoire romancée, je le dis tout de suite parce que moi-même je me suis fait avoir, autour d'une héroïne qui se bat pour son héros à elle. C'est son mari, un soldat d'élite qui appartient au 13e RDP, on parlera tout ça tout de suite. Il est parti en mission au Levant et elle part le chercher. Et je dois vous avouer, moi j'ai lu ce livre pendant mes vacances sans faire attention au bandeau ni à la 3e de couverture et j'ai vraiment cru que c'était une biographie, une histoire vraie. Et j'ai pleuré pendant toute la lecture, mais je conseille quand même à nos auditeurs d'aller le lire parce que c'est magnifiquement, c'est très beau, c'est très fort. Je voudrais commencer par cette première question. Svetlana Alexievitch avait écrit « La guerre n'a pas un visage de femme ». Et les femmes pourtant sont des héroïnes, c'est un peu ce que vous marquez à chaque fois dans vos livres, j'ai l'impression. Est-ce qu'il est important, à la veille de l'armistice du 11 novembre, de rappeler l'importance du jeu des femmes dans ces guerres ? Tout à fait. Donc effectivement, c'est un angle qui m'intéresse de manière assez évidente parce que je suis une femme et que effectivement, je me suis moi-même engagée dans l'armée il y a de cela fort longtemps. Ce qui est rigolo, c'est que quand je parle de mon engagement personnel, je dis toujours c'était un rêve de petite fille, mais finalement dans ma tête je pense plutôt à un rêve de petit garçon parce que c'est vrai que dans l'esprit des gens, être militaire, être pompier, être policier, c'est quand même plutôt un rêve de petit garçon, mais voilà, ça peut être aussi un rêve de petite fille, même si c'est moins classique. Et donc effectivement dans l'embuscade j'avais vraiment envie de raconter ce destin héroïque, donc le destin de Cédric Delmas qui est adjudant dans un régiment de forces spéciales basé à proximité de Bordeaux, donc le 13e RDP, vu à travers le regard de son épouse et de montrer qu'effectivement avec 3 enfants, étant enceinte d'un 4e enfant, un mari absent, un mari qui n'appartient pas à un régiment des forces conventionnelles, donc qui appartient à un régiment de forces spéciales. Donc beaucoup plus avec cette part de mystère en plus. Elle ne sait pas où il part, elle ne sait pas combien de temps. Exactement. En fait, c'est des hommes qui partent. L'expression, c'est au coup de sifflet. Donc ça veut dire bien ce que ça veut dire. Il y a pas forcément, on n'est pas prévenu. Souvent, avant ces départs, il y a ce qu'on appelle des mises en condition avant projection. Donc, c'est d'autres départs, des entraînements ailleurs. C'est des personnes qui partent, on ne sait pas forcément où, ni pour combien de temps. Et souvent pour des missions dangereuses. Alors après, le jeu, entre guillemets, même si ça n'a rien de ludique pour ces femmes, c'est de suivre l'actualité et elles se doutent quand ça... explose, ça bouge dans un certain coin du globe, souvent leur mari n'est pas loin. Donc voilà. Oui, alors je vais repréciser un petit peu ce qu'est le 13e RDP, c'est le 13e régiment de dragons parachutistes. C'est l'une des unités des forces spéciales, c'est pas que les forces spéciales, il y a dans le commandement des opérations spéciales, il y a plusieurs unités, dont le 13e RDP, qui est spécialisé dans la reconnaissance et le renseignement derrière les lignes ennemies. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont projetés en zone éminemment hostile et qui sont chargés soit de coordonner des frappes, soit de repérer des objectifs, etc. Et c'est dans le cadre d'une de ces missions, là je pense qu'on ne va pas déflorer le sujet en le disant, que l'adjudant, c'est pas le héros, puisque c'est votre héroïne, un des héros. L'époux de votre héroïne, cette sorte d'Antigone moderne finalement, qui vient chercher la vérité et la dignité, ce sous-officier d'élite va disparaître au cours d'une mission. Voilà, c'est comme ça que ça commence, et ça commence par une annonce faite à votre héroïne. J'ai beaucoup aimé cette scène. Oui. On est au mois d'août. C'est c'est terrible. Bon, il fait chaud, c'est moite. Elle avait déjà eu un mauvais pressentiment la nuit précédente. Et puis là, on sonne à la porte et arrive une délégation d'officiers tellement bien
tellement bien décrite cette délégation dans les moindres détails, y compris le repli des uniformes. J'ai trouvé, là, on voit véritablement que vous avez une connaissance de l'armée. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que ce livre, alors c'est amusant, Clémence, que vous ayez été un peu piégée par l'aspect extrêmement documenté du livre. C'est vrai que donc c'est vraiment un roman qui est sorti dans le cadre de la rentrée littéraire. Mais j'avais vraiment à cœur de mener une enquête assez précise parce que c'est quand même un sujet assez grave, assez lourd et je faisais pas totalement confiance entre guillemets à mon travail d'écrivain et d'imagination. Et pour moi, c'était je me devais pour ces femmes et pour ces hommes qui ont quand même des vies hors normes, qui s'engagent jusqu'au sacrifice suprême parce que c'est ainsi qu'ils le signent dans leur contrat. Une certaine fidélité et surtout vous parlez de cette scène du matin où on vient annoncer à Clémence la disparition de son mari. C'est un protocole, ça se passe comme ça et pas autrement, donc il n'y avait pas forcément de sens à inventer quelque chose. La vérité est suffisamment romanesque. Il est 7h du matin, on a 5 hommes en grand uniforme, képi à la main, la femme du chef de corps, l'assistante sociale. En fait, c'est la réalité et elle est horriblement romanesque, donc pas la peine d'en inventer une autre. Et j'ai suivi un peu cette ligne conductrice pour tout le roman. J'ai rencontré des femmes de militaires, j'ai rencontré des veuves de militaires. J'ai eu la chance d'aller dans des régiments de force spéciale. C'est vrai qu'on m'a un peu ouvert les portes. Pas un peu, on m'a complètement ouvert les portes. On m'a fait confiance, certainement parce que j'étais un peu des leurs, comme je suis passée par l'armée. Donc il y avait un aspect assez documenté. Donc à la fois, l'embuscade se lit comme un thriller et en même temps, on apprend beaucoup de choses. Et c'est sur fond de guerre contre le terrorisme. Donc c'est très contemporain, voilà. Oui, alors très brièvement, et évidemment, c'est un roman plein de suspense. C'est vraiment haletant, captivant. Donc je évidemment pas. Alors pour la parenthèse, moi je l'ai lu une soirée, j'ai commencé une soirée près du feu, et puis j'ai embarqué le livre dans mon lit, puis je l'ai fini à 3h du matin. J'étais tellement prise par le livre que je n'ai pas pu arrêter. Voilà, pour donner un peu une idée à nos auditeurs. C'est vraiment passionnant, et quand on rentre dans ce livre, on n'en sort pas. Et quand on n'en sort pas indemne du reste. Dans l'histoire, très brièvement, donc c'est cette femme qui est mère de 3 enfants, 3 et elle est 3 enceinte garçons, du 4e. et elle est enceinte du 4e. Elle est habituée aux missions de son époux, évidemment. Hein. Elle sait très bien ce qu'il fait. Enfin, pas exactement, enfin, elle sait de quoi il retourne. Dans les grandes lignes. Voilà, dans les grandes lignes. Bon. Il est envoyé, disons-le clairement, il est soit en Irak, soit en Syrie. Bon, voilà, c'est cette guerre souterraine que mène la France à la source du terrorisme sur place, c'est-à-dire chez des gens qui vont projeter des attentats, qui vont organiser des attentats chez nous. Et puis au cours d'une opération, il ne revient pas. Donc il y a 6 morts, dont son mari. Et puis le temps passe, normalement les corps sont rapatriés, et puis il y a un deuil. Sauf que là, on lui annonce, au moment où les dépouilles sont supposées rentrer au pays, que finalement les tests ADN n'ont rien donné, etc. On n'a pas retrouvé son mari. Donc elle se dit, pas de corps, pas de mort. Elle dit, si ça se trouve, il est toujours vivant. Mais comment? Que fait-il? L'espoir Où est-il? renaît à ce moment-là. Voilà, l'espoir renaît. Et elle veut savoir où il est et ce qui est arrivé, dans quelles circonstances cette mission s'est déroulée et a échoué. Donc elle va mener toute une enquête, alors ça c'est très intéressant parce que il y a évidemment le regard d'une femme sur le métier des armes, mais il y a aussi le rapport à l'institution militaire, qui est une grande taiseuse, et qui plus est dans les forces spéciales, puisque déjà la Grande Muette, bien son nom, alors dans les forces spéciales, on opère en toute... non, c'est même plus la discrétion, c'est de la clandestinité, bien souvent. Alors ils n'aiment pas le mot clandestinité. Évidemment qu'ils n'aiment pas. Nous opérons en discrétion. Oui, discrétion, bien évidemment. Je plaisante. Mais évidemment, ce sont des gens donc, qui n'ont pas l'habitude de parler, donc ils ne vont pas tout lui décrire. Mais petit à petit, avec d'autres veuves, avec aussi des parents de disparus, elle va mener l'enquête. Elle va mener l'enquête. Je dis bien, ça n'est pas du tout un roman antimilitariste, bien au contraire. Mais elle veut savoir ce qui s'est passé.
Et il y a toute une histoire comme ça. Alors on voit défiler, effectivement, il y a ce rapport à l'institution militaire, il y a comment on l'annonce aux enfants certaines choses, ou pas. Que faisait ton père, où est-il? Il y a aussi derrière, en filigrane, cette guerre clandestine contre le terrorisme, et aussi une petite touche de politique qui vient pimenter l'histoire, parce que il me semble, vous allez me dire si c'est vrai, mais bon, quand je l'ai lu, je me suis dit, ce livre tire ses sources de deux événements qui ont lieu dans l'actualité, hein. Il y a eu l'embuscade, puisque le titre est l'embuscade d'Ouzbin en Afghanistan, avec un appui aérien qui n'est jamais venu, parce que l'hélicoptère était utilisé par un officiel, on va dire. Et puis d'autres opérations récentes. Est-ce que c'est, en fait, vous êtes inspiré de la réalité? Complètement. En fait, je me suis vraiment inspirée de deux événements, de deux tragédies qui ont frappé l'armée française. Donc effectivement, comme vous le dites à l'instant, l'embuscade d'Ouzbin en 2008 en Afghanistan. Exactement, pendant laquelle 10 soldats d'un régiment, je crois que c'était le 8e RPIMA, voilà. Parachutistes d'infanterie de marine, oui. Exactement, ont perdu la mort dans la vallée de la Kapisa. Donc ça, c'est le premier événement que j'ai en quelque sorte transposé en Syrie, et avec ce titre, effectivement, l'embuscade. Et un deuxième événement qui est moins connu du grand public, que les spécialistes connaissent, c'est l'affaire Denis Alex. Donc c'est l'enlèvement, exactement, c'est l'enlèvement d'un agent de la DGSE par des chebabs somaliens en 2013. Donc voilà, il y a une opération de récupération qui a été montée par la DGSE pour récupérer leur agent. C'est une opération qui a mal tourné, avec un soupçon éventuellement de retournement. Est-ce que cet agent n'est pas passé au camp ennemi? Et finalement, voilà, l'opération a mal tourné, puisque Denis Alex a trouvé la mort et les agents qui étaient censés le récupérer. Donc j'ai entremêlé ces deux affaires avec aussi une part très intime qui est parce que on parle beaucoup de portrait de femme quand on parle de l'embuscade, mais en fait, c'est aussi le portrait d'un couple qui, en creux, qui s'aime énormément. Et pour moi, c'était important aussi de décrire à quel point cet amour peut être renforcé par l'admiration que l'un porte à l'autre, et réciproquement. Donc, de manière évidente, l'admiration que Clémence a pour son compagnon, qui a fait le choix des armes, un choix exigeant. Mais en filigrane aussi, même si c'est moins décrit, l'admiration que peut avoir Cédric pour cette femme qui mène la maison en son absence, qui assume et sans qui probablement il ne ferait pas autant d'opérations importantes et sans qui il n'aurait pas l'esprit aussi libre. Donc on parle de héros au masculin, mais c'est vrai que c'est un portrait de couple, de héros et d'héroïne embarqué dans cette même histoire avec sur fond justement de ces deux tragédies qui ont touché l'armée française. Il y a un très beau passage dans votre livre sur veuve de guerre. Parce que voilà, le chef de corps dit voilà, vous êtes maintenant une veuve de guerre. Ouais. Elle déteste cette expression. En fait, moi, j'ai toujours bloqué, même avant de m'intéresser au sujet, sur cette expression qui a un côté complètement archaïque. Et en fait, on oublie qu'en 2021, il y a encore des veuves de guerre et il n'y a pas d'autre terme, en fait. On est veuve de guerre, point. Et c'est un mot qui renvoie à des guerres ancestrales ou des guerres plus récentes, mais en tout cas pas la guerre actuelle que nous menons contre le terrorisme en France et au Levant. C'est pour ça que nous voulions parler avec Clémence en cette veille du 11 novembre, puisque le 11 novembre n'est pas seulement la commémoration de l'armistice de 1918, mais c'est aussi l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur, ou au champ d'horreur, disons certains, mais enfin bon, au champ d'honneur. Et avec cette magnifique cérémonie sur la tombe du soldat inconnu. Voilà, et donc c'est pour ça que j'explique un petit peu pourquoi nous avons invité Émilie aujourd'hui, avec l'embuscade, qui est une... Voilà, c'est la guerre actuellement, ce sont les guerres que nous menons, voilà, que la France mène. Je voudrais revenir, Émilie, moi, sur cette distinction, puisque vous êtes passée finalement des deux côtés, du rôle de la femme dans l'armée et le rôle de la femme de militaire. Ce sont deux champs totalement différents, toutes les deux des héroïnes finalement, et je trouve ça important que vous précisiez que ces femmes-là, les femmes des militaires, sont aussi des héroïnes, parce que
Bon, moi aussi, j'en ai fréquenté beaucoup et ce sont vraiment des héroïnes tous les jours. Souvent, elles ont des familles nombreuses. En plus, elles doivent assumer tous leurs enfants, attendre, garder espoir surtout pour la famille entière. Et là, on voit bien d'ailleurs comment elle doit tenir sa famille quand elle apprend la possible mort de son mari. Alors, quelle est selon vous l'importance du rôle de la femme dans chacun de ces champs? En tant que femme de militaire et en tant que femme militaire. Et la distinction, oui. Alors, pour être totalement honnête, moi, vous parlez de femme dans l'armée qui est potentiellement une héroïne. Moi, je me mets vraiment pas je ne prends pas cette casquette d'héroïne dans le sens où je me suis pas engagée suffisamment longtemps pour pouvoir me targuer d'être une héroïne. Voilà, c'est vrai que féminine, je raconte mon expérience. Donc le livre qui est sorti en 2016, qui raconte, qui est davantage un récit en fait. Ça a été présenté comme un roman, mais c'est davantage un récit où je raconte de l'intérieur être une femme dans l'armée, mais finalement c'est être un jeune soldat sans sexe. Je raconte les classes, comment ça peut être, avec la difficulté effectivement d'être une femme, mais je pense que ça dépasse le genre. C'est aujourd'hui s'engager. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est quand même pas dans un monde qui prône ces valeurs d'engagement. On n'a pas connu une guerre depuis 70 ans, ou en tout cas une guerre, mais qui est un petit peu quand même larvée et que le grand public connaît quand il y a des attentats, quand il y a le Bataclan. Alors là, tout le monde est en guerre, mais en fait, les gens oublient quand même assez vite. Donc voilà, pour la partie femme dans l'armée et la partie femme de militaire, oui, ça me paraît évident. Ça me paraît évident qu'elles portent énormément de choses et elles sont sur un pied d'égalité avec leurs hommes, même si c'est des rôles plus ingrats, parce qu'effectivement, ce ne sont pas elles dont on parle. Et j'ai envie de dire, les forces spéciales, finalement, se rapprochent de ce rôle ingrat, parce que ce ne sont pas non plus elles dont on parle, dans le sens où c'est des anonymes. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai fait mon enquête au 13e RDP, c'est que c'est vraiment des personnes qui ont des vies extraordinaires, qui ont dit la tête et les jambes, mais c'est vraiment ça, c'est des forces de la nature qui ont vraiment... Qui ont un moral d'acier, qui ont un moral d'acier et qui sont brillants. C'est vraiment des personnes assez intelligentes. Et qui se distinguent tous par leur humilité. Et donc, c'est vrai que c'est... Alors, c'est pas vraiment ce que vous dites, parce que vous dites quand même à un moment donné... Alors ça, c'est la dialectique du para. Et mais c'est l'aspect un peu flamboyant. Et je le dis, quand même, c'est assorti souvent d'humour. Mais en réalité, c'est pas des personnes qui vont s'en vanter dans le public, tout simplement parce que ça peut les mettre en danger. Je vous cite juste parce que ça m'a fait quand même beaucoup rire au milieu de mes larmes. Elle parle de son mari, elle dit « Il me l'avait avoué, si être soldat rend un peu snob, devenir force spéciale, c'est carrément se prendre pour Dieu. » Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a tout un mythe. Il y a une mythologie qui permet de tenir. Voilà, exactement. C'est ça, de garder la force. En fait, c'est vraiment la fonction de... C'est pour se galvaniser aussi. De toute façon, on est des surhommes. Parce que sinon, le quotidien est tellement dur et tellement ingrat. Quand on se retrouve à 6h du matin avec son pactage à partir en mission, qu'on a à peine pu dire au revoir à sa femme et qu'on ne sait pas quand on revient, il faut ce genre d'humour pour tenir. Vraiment, je le pense. Oui, et j'ajouterais, vous avez très très bien formulé la chose, la tête et les jambes. Toutes ces forces, les éléments des forces spéciales sont d'abord, c'est une poignée de personnes. Ils sont triés sur le volet. La sélection est draconienne, physiquement et mentalement, presque plus mentalement. Et je dirais aussi maintenant intellectuellement, dans la mesure où ils partent avec un matériel truffé de technologie, etc. Ce sont eux qui peuvent guider un avion Rafale voilà. Donc une énorme responsabilité pèse sur leurs épaules. Ils partent d'ailleurs avec des pactages de 70 kilos. Donc ils sont parachutés, en plus de nuit bien souvent, chuteurs opérationnels. Ils arrivent, il faut qu'ils déploient, il faut qu'ils montent leur cache et qu'ils observent. Voilà, ils peuvent rester. Autrefois, ça se faisait de l'autre côté du rideau de fer pendant la guerre froide. Aujourd'hui, évidemment, ce sera au Mali, au Niger, dans la zone des 3 frontières pour l'opération Barkhane et pour les éléments qui restent éventuellement en Syrie et en Irak. Bon, ça, je ne sais pas, je ne travaille pas pour le ministère de la Défense. Mais bon, voilà, ce sont des gens qui partent en plus
Petit groupe, parce que quand ils sont partis dans l'embuscade, c'est des dont petites parlait, équipes, ils ils sont moins de 10. ils sont moins de Et 10. chacun a une Dizaines. fonction très voilà, précise. très précise. Il y a le complètement, tireur d'élite, il y a celui qui couvre, il y a celui qui... Ils sont vraiment en qui autonomie, communiquent, voilà. voilà. D'où la lourdeur de leur pactage, c'est qu'ils ont de quoi tenir. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais ils peuvent rester enterrés dans leur cache, effectivement, C'est ça. pendant 4-5 jours. Donc, Et il ce faut qui est de quoi terrible, c'est tenir. de se dire plus, que... et en Donc, il plus... faut un mental d'acier, Ouais. effectivement. Oui, ça, ouais. en plus, ne pas laisser de traces, pas d'odeur. Ouais, Enfin, exactement, ouais. il faut voir ce que c'est de vivre dans une cache, voilà, à observer tout ce qui se passe, les mouvements de telle ou telle faction en face. Bon, on peut imaginer, mais d'abord, il faut qu'ils s'entendent, il faut qu'ils aient un moral d'acier, il faut qu'ils sachent comment on procède, et puis après, il faut qu'ils s'exfiltrent. Et c'est tout le problème de votre livre, c'est l'embuscade. C'est que cette exfiltration, moment, après ouais. leur mission, parce qu'ils ne sont pas là pour combattre et taper. Là, ils se sont battus parce qu'ils étaient obligés. Mais en vérité, ils vont derrière les lignes, ils observent, ils renseignent, et ils disparaissent. Ils reviennent et ils font un compte-rendu. Là, ça s'est mal passé. Exactement. Et ils sont tombés face à un ennemi qui les a On repérés. peut d'ailleurs parler de cette histoire réelle de l'embuscade du Sbin. Comment on peut arriver à un stade où on a des forces spéciales, moi, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est absolument scandaleux, qu'ils ne soient pas récupérés par l'appui aérien qui a été à ce moment-là utilisé par... Là, vous revenez un peu sur ce même genre d'histoire et... Mais je pense qu'on On saura est jamais pris aux ce tripes, qui s'est vraiment réellement passé. Il y a certainement eu une erreur humaine. Et c'est vrai que moi, je m'appuie sur un fait réel, à savoir enfin, ça paraît absurde et en même temps, cet hélicoptère, voilà, qui était censé les récupérer, qui est utilisé pour faire qu'une huile de la défense, enfin en tout cas qu'un politique fasse son petit tour et puis s'en vont. C'est vrai que ça paraît absurde et c'est là où le politique s'invite dans mon livre, comme Jean-Louis le disait tout à l'heure. Alors, Voilà. la fiction rejoint la réalité. En l'occurrence, il s'agit donc d'un élu français, je crois qu'il est député ou sénateur. Député, ouais. Voilà, il est député, il travaille à la commission de la défense, voilà, ce qu'il adore, c'est l'armée, c'est son sujet. Donc pour se faire mousser, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que l'armée l'adore? Voilà, voilà. Et ça, c'est un autre problème. C'est Mais un bon, autre bref, sujet. le ministre de la Défense dit, bah voilà, ce député va venir. Sur place, l'armée fait ce qu'elle fait toujours, c'est elle obéit. Donc on met à disposition de cet élu un hélicoptère, et c'est justement cet hélicoptère qui va manquer lorsque l'adjudant d'Elmas, donc le héros disparu, le mari de Clémence, appelle, et ça, il y a des enregistrements, donc il y a des bandes son. Il dit voilà, j'appelle, appui aérien, puis après on entend Allahu Akbar, et puis le staccato des armes automatiques. Et justement, on va réagir sur ce Allahu Akbar et sur l'engagement des militaires aujourd'hui. Vous parlez à un moment donné d'ailleurs des valeurs chevaleresques, des valeurs qui ont, à part dans l'armée, malheureusement totalement disparu en France en tout cas. Et là, on revient sur le drame de l'armée en fait, qui obéit à des politiques. et je voudrais vous faire réagir à ça et parfois à cette absurdité de prise de décision, de sacrifices que font ces militaires pour un pays qui, lui, ne lui rend pas grâce, n'agit pas côté politique de l'autre côté. Et puis, tout de suite, parce qu'il nous resterait peu de temps, aussi que vous réagissiez à la lettre des militaires, aux lettres des militaires, les militaires qui commencent à prendre la parole. Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a vraiment deux vitesses. C'est qu'à la fois, on a au niveau individuel des personnes qui s'engagent, voilà, des jeunes hommes qui ont 18-20 ans, qui ont envie de faire quelque chose de leur vie, qui ont voilà, peut-être une vision, un amour patriote, alors même si le mot n'est plus à la mode, on n'a plus le droit de l'employer, mais voilà, qui sont animés d'un sentiment patriote, qui s'engagent, qui prennent des risques, et qui, c'est vrai que j'insiste un peu là-dessus, mais encore une fois, ce contrat qu'on signe, que moi aussi j'ai signé jusqu'au sacrifice suprême, c'est quand même pas anodin. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a des personnes, oui, des politiques, mais en fait c'est vrai pour plein de sujets, c'est vrai pour l'armée, mais des personnes qui en table ronde prennent des décisions qui ne sont pas des personnes de terrain,
forcément, c'est même étonnant qu'il n'y ait pas plus d'incidents. Et là, on parle d'un incident, enfin d'un accident, cet hélicoptère, mais à plein d'autres niveaux et dans moi, plein je parle d'autres. Même des prises de décision des gouvernants. Hein. Je parlais pas seulement. Mais je pense que le sujet dépasse l'armée. C'est qu'il y a des théoriciens autour d'une table et des personnes qui sont sur le terrain et il n'y a aucun rapport et c'est presque c'est surréaliste en fait. On a l'impression que c'est deux fictions qui cheminent côte à côte sans jamais se rencontrer. Un mot sur la lettre des Sauf militaires. quand un soldat décède en opération, alors là c'est la grande pompe et tout le monde qui a sa larme à l'œil, mais en fait c'est trop tard. Donc voilà. Sur la prise de parole des militaires. Alors la prise de parole des militaires. Certains militaires, certains généraux ont écrit une lettre des militaires à Emmanuel Macron en disant voilà la France est dans un terrible état. Bon, ce sont des militaires pour la plupart retraités. Oui. La grande muette qui prend la parole. Non, je pense que c'est important et c'est primordial qu'elle prenne la parole. Après, c'est toujours compliqué parce qu'il y a aussi, vous le connaissez, le devoir de réserve du militaire qui est quand même pas censé s'approprier ces sujets politiques. Et c'est tout le problème, c'est que l'armée est à la solde du politique et n'a pas le droit de se mêler de politique, mais en même temps dépend des décisions politiques. Donc il y a un moment donné, et connaît mieux compliqué, la situation. Et connaît mieux la situation, mais ça rejoint ce que je disais avant, c'est la théorie et la pratique. Eh bien, merci beaucoup, Émilie Guillaumin. Je vous invite très chaleureusement à lire ce livre terrible, mais très beau en même temps, L'Embuscade chez HarperCollins. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.